Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Nous sommes donc au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous ce soir. Donc, Sylvie, ça y est, ça vient d'arriver. Bonsoir, Marielle. Donc, vous n'arrivez plus à... Alors, attendez, je vais regarder ce que je peux faire. Comment nous allons nous connecter les uns les autres. Connectons-nous, connectons-nous. Bon, j'imagine que... comment ça va se passer? Vous allez bien? Bon, alors, ils disent qu'ils vont nous libérer dans pas longtemps. C'est ça. Alors, on va dire, nous sommes en marche. Nous sommes... Non. Nous sommes en ligne, on va dire. Nous sommes en ligne. Ok, bonsoir Mylène, bonsoir Mariam, Cyrielle. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors pourquoi, moi je me demande pourquoi il y a les sous-titres ils disent qu'ils sont mis en marche automatiquement. Alors bien sûr, ça traduit assez mal la situation. Bon, alors bonsoir, vous allez bien? Tout va bien? Nous sommes ici une nouvelle fois, nous avons rendez-vous avec l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc nous allons nous rapprocher de la fin du texte. La fin du texte, et aujourd'hui on va essayer de voir l'avant-dernier chapitre qui s'appelle le processus primaire et le secondaire, la répression. D'accord? C'est-à-dire que il va donc continuer à, on va dire, rendre plus complexe la situation. D'accord? Parce qu'il va nous rendre plus complexe dans le sens où il va rentrer dans les détails. Ici, moi, j'ai l'image qui clignote. Chez vous, c'est la même chose? Hop, elle clignote. Vous avez la même chose? Vous avez aussi une image qui clignote? Bonsoir Sylvie, ça y est, c'est bon. Alors, on va dire, donc Mariam va bien, ok. Donc, je ne sais pas si ça clignote ici. Donc, nous allons essayer de voir le chapitre du processus primaire et du processus secondaire, donc qui est un chapitre assez complexe, où il va rentrer dans les détails pour nous donner des explications sur comment se réalise en fait cette transmission, puisqu'on avait parlé de transfert de force, de transfert d'énergie psychique d'un système à l'autre. Et en fait, il va rentrer un petit peu dans les détails pour nous expliquer comment ça se passe. Donc, on va essayer de voir. L'image est normale ici, merci, donc il n'y a pas de problème, donc c'est moi. C'est moi qui, dit-il. Non, parce que justement, ce qu'il va nous expliquer, il va dire que, non, par exemple, comme cette histoire de coronavirus, c'est quelque chose qui apparemment est une réalité extérieure, mais en fait, comment nous la vivons chacun, hein, et ça va être en relation donc avec notre situation psychique. Et en plus, il y a des jours où on la vit bien, il y a des jours où on la vit moins bien, il y a des heures où on la vit mieux, il y a des jours où on la vit moins bien, enfin bien ou moins bien, dans le sens où nous avons une réaction différente. D'accord? Et tout ça dépend évidemment de notre situation psychique, que la réalité en elle-même n'existe pas. Sinon, c'est toujours comment nous allons l'apercevoir, cette réalité. Non? Et donc, cette réalité qu'on nous fait croire dans les médias, on nous fait croire qu'il y a une réalité, que c'est celle-là. Mais en fait, ça, c'est aussi la réalité que les médias veulent nous transmettre. Après, nous devons voir un petit peu quelle est la réalité, parler, on va dire, parler, écrire, pour se rendre compte quelle est la réalité que chacun d'entre nous vivons par rapport à cette situation. Je prends cette idée de situation dans le sens où c'est une situation où ils nous disent que toute la planète est en confinement. Bon, j'imagine que c'est pas tout à fait ça, d'accord, que sinon que ce sera simplement certaines situations, certains pays, il n'y a même pas toutes les zones. Après, il y a les gens qui arrivent à s'échapper, il y a ceux qui travaillent maintenant. Bon, enfin bref, pour vous dire que la réalité en elle-même n'existe pas. Sinon que la réalité, c'est une réalité psychique qui est une production de chacun d'entre nous.
D'accord? Donc, sinon, on vivrait tous la même chose. Mais on ne vit pas tous le même confinement. Et donc, on va essayer de voir un petit peu ce que va nous raconter Freud aujourd'hui sur le processus primaire et le processus secondaire. Parce qu'en fait, il va nous parler, il va faire référence. Alors, attendez, j'organise ici ces informations sur l'écran. On va voir. Donc, vous vous rappelez que nous étions dans le chapitre numéro 7, dans le dernier chapitre de l'interprétation des rêves, où Freud nous présente la psychologie de l'inconscient. D'accord? C'est-à-dire qu'il va nous présenter la psychologie de l'inconscient, et c'est-à-dire le fonctionnement de cette machine, comment sont transférées les énergies, comment elles passent d'un système à l'autre. Donc, il dit que, en commençant ce chapitre, il va faire référence à ces auteurs. Vous vous rappelez qu'on avait vu que dans le premier chapitre de l'interprétation des rêves, dans toutes les éditions, c'est pas toujours la même chose, mais normalement, il y a un chapitre qui s'appelle la littérature sur les rêves, en fait. Tous les auteurs qui avaient écrit avant lui sur les rêves. Et donc, il dit qu'il a pratiquement tous ceux qui avaient étudié le phénomène des rêves avaient donné donc ces explications. Et il dit que pratiquement tous, non, ils disent quelque chose qui correspond en fait à la théorie psychanalytique. Il dit on va en rejeter deux. Ceux qui disent que c'est un phénomène purement organique. Donc, il dit non, pas du tout, ce n'est pas un phénomène somatique. Non, ce n'est pas un phénomène somatique, sinon que c'est un phénomène psychique. Une autre idée, donc, qu'il va rejeter, bien sûr, sur ses écrits, c'est ceux qui viennent dire que c'est un processus qui n'a pas de sens, quoi. Ça ne veut rien dire, c'est juste une décharge d'énergie qui est produite et que ça ne signifie rien du tout. Donc, il rejette simplement ces deux idées. Après, sur toutes les autres idées qui ont été exposées, non, sur chaque théorie qui vont être présentées, il va prendre en disant oui, effectivement, on va dire, par exemple, il va dire que les théories qui montraient que, en fait, toutes ces autres théories qui étaient apparemment contradictoires entre elles, il dit, nous, on a pu prendre une idée de chacune pour en faire et montrer que c'était quelque chose, non, qui correspondait au fonctionnement du rêve selon la psychanalyse. Non, n'allons pas tout mélanger. La psychanalyse, c'est une science avec un terrain tout à fait délimité. Rappelons-nous, la psychanalyse s'occupe uniquement de l'inconscient réprimé. D'accord? Et il prend les rêves comme une production justement de cet inconscient réprimé. Non? Et on avait vu que cet inconscient réprimé, ce qui est réprimé, ce qui est le moteur, et on va encore le voir aujourd'hui, c'est le désir sexuel infantile réprimé. D'accord? C'est ça que la psychanalyse étudie. Et on va dire même le psychanalyste, ce qu'il étudie pendant les séances, c'est aussi ça. Alors, on ne va pas écouter toutes les histoires du patient, sinon on écoute, non, tout ce qui est en relation, on va dire, avec cette répression primordiale. Non, tout ce qui va être, d'une manière ou d'une autre, en association avec cette répression primordiale, c'est-à-dire avec la répression de l'inceste. Bon, je vais continuer un petit peu. Donc, on avait vu que il dit donc effectivement, le rêve, comme l'ont vu d'autres théoriciens, le rêve continue, non, les intérêts, les stimulations de la vie réveillée. D'accord ? On avait vu aussi que le rêve ne s'occupe jamais de choses, de détails de la vie du sujet, sinon que, au contraire, le rêve s'occupe toujours de choses qui impliquent énormément le sujet, c'est-à-dire où le sujet, toute son activité, comment on va dire, tout ce qui l'occupe à ce moment-là. Non, tout ce qui l'occupe à ce moment-là, c'est ce qui va attirer, on va dire, les forces et l'énergie, non, pour la fabrication du rêve. Et il dit aussi que, vous vous rappelez qu'on avait dit que le rêve, c'est toujours un retour dans le passé. Donc, il dit qu'en fait, le rêve nous présente
et nos personnalités du passé, nos personnalités antérieures, les différentes personnalités que nous avons eues dans le sens où nous n'avons pas toujours été les mêmes, non? Notre ancienne façon de voir les choses, c'est-à-dire en fait la façon de voir les choses, non, de ce côté infantile qui va apparaître dans les rêves. Et on avait vu aussi, et ça c'est très important pour ce chapitre, que dans le chapitre de matériel et sources du rêve, on avait vu que le rêve, pour sa fabrication, il utilisait beaucoup plus fréquemment du matériel en fait qui était récent et indifférent. Indifférent pour le sujet, indifférent pour la conscience. Non, bon, indifférent pour le sujet, puisqu'en fait, ce sont des choses, on va dire, en plus, en général, c'est la même chose, c'est-à-dire des événements qui se sont passés dans la journée, des petits détails, non? Quand il nous racontait l'histoire de la vitrine avec la monographie, il dit, voilà, j'ai regardé une vitrine, et bon, on passe rapidement devant une vitrine, on s'arrête sur quelque chose, il dit, ben, c'est justement, non, cette image de la vitrine qui paraissait à peine nous intéresser, ben c'est justement ce matériel-là que je vais utiliser pour fabriquer mon rêve. Donc il va nous dire que, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas chargés d'histoire, d'accord, qui ne sont pas encore rentrés, on va dire, dans l'histoire, donc indifférents parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire du sujet, et proches aussi parce que, ben, par la même façon, ils n'ont pas été utilisés par le sujet. C'est-à-dire que dans la toile d'araignée qui représente toutes les traces mnémiques de notre mémoire, bah, ces éléments-là, ils n'ont pas encore de place. Et donc, comme ils n'ont pas encore disparu, bah, le rêve va les utiliser pour faire la fabrication, pour fabriquer. Et c'est de ça un petit peu dont il va nous parler donc aujourd'hui, de cette mobilisation des forces, du matériel qui va être utilisé. Alors regardez, parce que c'est super intéressant de voir, parce que ce qu'il va nous dire, d'accord, donc il nous a dit, c'est ce qui est réprimé qui est la force motrice du rêve. De la même façon, on va dire, c'est ce qui est réprimé qui est la force motrice des symptômes. C'est le réprimé qui est la force motrice, non, de tous les phénomènes de l'inconscient, de toutes les productions de l'inconscient, tout ce qu'on va appeler made in inconscient. D'accord? Où on avait vu, donc c'était les symptômes, les rêves, on a vu les lapsus, les oublis, les actes manqués, et même, non, quand il parle, comme on dit en français, les blagues ou les blagues. Oui, j'avais un autre mot. Bon, il parlait de, bon, je me rappelle plus, de redire des blagues. Et donc, il va nous montrer que la capacité, c'est pour ça que quand on dit que l'être humain, il a une grande capacité, beaucoup plus grande de ce qu'il pense, parce qu'en fait, l'être humain, il a la capacité de penser plusieurs choses à la fois. Puisqu'il y a sa pensée consciente, donc par exemple, on imagine, vous m'écoutez, donc vous avez une partie de votre attention qui est en train de faire attention à ce que je dis. Mais ce n'est pas le seul travail que vous faites. Que en même temps, même si vous êtes complètement concentré, il y a une autre partie avec des idées inconscientes qui circulent, ou inconscientes ou préconscientes, mais disons dont la conscience ne sait rien et qui fonctionnent aussi. C'est-à-dire que nous avons un appareil très complexe et qui développe de nombreuses idées. D'où l'importance de pouvoir parler, parce que quand on parle, ben, on ne sait pas, on parle du préconscient au conscient, du préconscient au conscient, puis tout d'un coup, on découvre des phrases, des idées dont on ne connaissait pas qu'on pouvait posséder. Enfin, posséder, on ne possède pas d'idées, sinon qu'on produit des idées, non, au fur et à mesure de notre discours, des paroles, on va dire. Et donc, il a dit, donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des processus. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des processus, il va nous dire, il y a des processus, des fonctions mentales, psychiques très complexes qui se développent sans que la conscience participe, sans aucune intervention de la conscience. On va dire sans que la conscience s'en rende compte. D'accord? Donc, on va dire sans que la conscience s'en rende compte.
Et mot d'esprit, ok, merci. Ah bah voilà, vous avez vos messages ici, je ne les voyais pas de l'autre côté. Ok, bonsoir Olivier, calembour. Non, c'est mot d'esprit. Le mot que Freud utilise, c'est le mot de Freud. La traduction qui était faite en français sur, effectivement, on appelle ça un mot d'esprit. D'accord? Un mot d'esprit. D'accord, c'est une terminologie. Bonsoir Tata, bonsoir Nouria. Donc, c'est une terminologie un petit peu particulière, n'est-ce pas? Le mot d'esprit. Donc, je veux dire que c'est intéressant. D'ailleurs, on avait vu dans la traduction en français de l'interprétation des rêves, et parle, la traduction fait référence non pas à des patients, sinon à des malades, alors qu'en psychanalyse, on dit une fois que le névrosé commence sa psychanalyse, on va dire, c'est une façon où c'est comme le myope qui met des lunettes. On va dire, il est plus myope, il met des lunettes, il a ses 4 yeux, d'accord? Donc avec la psychanalyse, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand le psychanalyste reçoit le patient, ce n'est pas un névrosé qu'il reçoit, c'est un patient, c'est quelqu'un qui vient parler, c'est quelqu'un qui vient associer, qui vient produire, on va dire, l'inconscient. Non? Donc ce n'est plus, par contre, bonjour Sylvie. Donc, on disait que le rêve, entre autres, nous a démontré que nous avions une capacité, d'accord, de développer des fonctions intellectuelles très, très complexes sans que la conscience intervienne. Donc, ici, on va dire, ah ben voilà, c'est ça. Ici, ben voilà, j'y comprends rien, moi, ce truc-là. Bon, pardon. Et donc, nous avions vu qu'il y a le désir de dormir. Ce désir, non, fait que la perception, le pôle de perception va se fermer. D'accord? Donc nous avons, non, le pôle de perception reste ouvert, c'est le pôle moteur qui va se fermer. D'accord? Donc le sujet pendant la nuit, en fait, toutes les idées préconscientes, toutes les idées conscientes et de la préconscience, il faut qu'il s'éloigne le sujet de ça. Non, on va dire toutes nos préoccupations de la journée. Pour pouvoir dormir, nous devons nous éloigner de toutes ces inquiétudes pour pouvoir rentrer, non, nous échapper ailleurs, on va dire. Et de la même façon, on doit mettre une distance, on va dire, c'est pour ça qu'on a tendance à fermer les lumières, etc., pour nous permettre de nous éloigner de toutes ces stimulations, autant de la conscience intérieure que de la conscience extérieure, on va dire, non, les perceptions intérieures et les perceptions extérieures, pour tout fermer ses portes. Mais la perception est toujours là, d'accord? Mais elle va capter d'autres types de perceptions, d'accord? Pour la fabrication du rêve. Et donc notre appareil ferme apparemment les portes de la perception et de la motilité. Et on va dire, vous vous rappelez quand on avait vu aussi que, par exemple, quand il y a des éléments de l'extérieur qui pourraient nous réveiller, non, il y a des gens qui ont le sommeil très délicat, il y a des gens qui, au contraire, il peut se passer beaucoup de choses autour d'eux, ils ne se réveillent pas. Donc on va dire, parce que c'est du matériel qui peut être utilisé pour le rêve. De la même façon, on va dire qu'on peut transformer le son du réveil le matin, non, en autre chose pour l'introduire dans notre rêve. Et pourquoi? Pour continuer à dormir, puisque ça, c'est le désir du préconscient qui cherche à continuer à dormir. Et puisque Freud nous précise aussi que le rêve, c'est un phénomène qui est très très rapide, qui se fait très rapidement et qui se fait juste au réveil. C'est pour ça que quand on s'en rappelle, on se réveille et poum, on a le rêve là décidé, non? Et donc on avait vu aussi que dans notre appareil, nous avons donc l'inconscient et le préconscient, l'inconscient et le préconscient qui sont fermés par quelque chose de totalement imperméable. C'est-à-dire que les idées de l'inconscient dont on parle aujourd'hui, ce sont toutes des choses de construction théorique. L'inconscient, c'est quelque chose dont on n'aura jamais accès que par l'intermédiaire
d'une interprétation psychanalytique. C'est quelque chose que l'on va produire dans une situation particulière qui est une situation de la situation analytique, non, dont on avait déjà parlé. Par contre, les idées préconscientes, elles font déjà partie du langage. Elles sont déjà passées par la parole d'une manière ou d'une autre, ou on les a écoutées, ou elles ont été traduites en disant, elles sont déjà passées par la conscience. Donc ça veut dire que, comme nous dit Freud, c'est quelque chose que l'on peut récupérer dans la conscience. Donc, par exemple, si on vous dit, bon alors qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Bah, du coup, là, comme maintenant, je ne m'en rappelle plus. Mais si je fais le travail, je dis, ah oui, ce week-end, samedi matin. Et là, je peux commencer. Donc, je dis, oui, samedi matin, j'ai fait ci, après j'ai fait ci, après j'ai fait ci. Puis tout d'un coup, on associe. Et si on se laisse aller à se souvenir, non, de tout ça, on va voir qu'il y a plein de choses qu'on a vécues sans s'en rendre compte, on va dire, pratiquement, mais pourtant qui sont là. Mais bon, c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire, non? Parce que les jours passent. Et en fait, on n'en parle pas vraiment. On dit, ben non, il ne s'est rien passé. Alors que si on commence à parler, il s'est passé plein de choses. Qu'on a tendance à réduire, nos actes, nos actions à un certain verbe, soi-disant pour intéresser les autres, etc. Alors qu'il s'est passé plein de choses. Donc, Freud nous a déjà montré que les rêves, tout comme les symptômes, parce que là, il va faire référence plus aux symptômes, et qu'il fait référence à l'hystérie, par exemple, en disant que lui, il a déjà vu comment ça fonctionnait, le mécanisme de l'appareil psychique avec les symptômes hystériques. D'accord? Que lui, il sait déjà. Alors maintenant, il va nous l'expliquer avec les rêves, non? Mais et parce que ce qu'il va nous démontrer ici, c'est qu'il va nous dire le processus qu'on utilise pour fabriquer un rêve, c'est exactement le même que celui qu'on va utiliser pour fabriquer un symptôme hystérique ou pour fabriquer un symptôme de névrose, de phobie ou de... D'accord? Donc il dit c'est le même système, c'est le même appareil. Ce sont les mêmes mécanismes qui vont participer. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à l'époque de Freud, et encore pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de cassé dans l'appareil. Non, que ce qu'on va cataloguer de psychotiques, de ceux qui vont cataloguer, qui font des choses où on ne comprend pas. Alors du coup, on leur met des étiquettes et on leur dit il y a quelque chose de cassé. Il n'y a rien de cassé, tout fonctionne, c'est-à-dire il n'y a rien de cassé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fonctionne comme moi, mais il y a une autre manière d'utiliser. D'accord? Il y a une autre manière d'utiliser le fonctionnement de son appareil psychique. Donc, Cyrielle nous pose une question. Donc, est-ce normal que les symptômes hystériques apaisent chez un enfant pendant son sommeil? Comment apparaissent. Ok, que les symptômes hystériques apparaissent chez un enfant pendant ce sommeil. Comment que les symptômes hystériques apparaissent chez un enfant pendant son sommeil? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant son sommeil, il y a des symptômes, donc ce n'est pas des symptômes, c'est des rêves. Ou comment on va dire? C'est quoi des symptômes chez un enfant pendant son sommeil? Et en plus, comment vous les cataloguez d'hystérique? Non, parce que comment, je veux dire, parce que pour cataloguer un symptôme hystérique, il faut étudier. Non, on ne peut pas, parce que on va dire, par exemple, il y a quand on étudie la névrose d'angoisse, il y a des symptômes de la névrose d'angoisse qui peuvent appartenir, non, le résultat le symptôme en lui-même, il faut étudier le symptôme pour savoir s'il s'agit d'une névrose d'angoisse ou s'il s'agit d'un symptôme hystérique. Si on a des nausées, par exemple, les nausées, ça peut être un phénomène de la névrose d'angoisse et ça peut être un phénomène d'une hystérie. Crise d'hystérie paralysante. Mais pourquoi vous l'appelez d'hystérie? Pour mon fils. Des crises d'hystérie paralysante. Pour mon fils. Bon, écoutez, je ne sais pas, faudrait regarder le cas, mais je veux dire, la paralysie d'un membre, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui correspond à l'hystérie. D'accord? Ce sont des choses, à chaque fois, on ne peut rien cataloguer en disant ça, c'est
Non, quand on parle ici de phénomène hystérique, c'est parce qu'on voit le mécanisme de conversion, qu'il y a obligatoirement un mécanisme de conversion. Mais pour savoir s'il y a eu un mécanisme de conversion, je dois l'étudier. Dans la névrose d'angoisse, il n'y a pas de mécanisme de conversion. C'est tel quel, ça sort tel quel. Il n'y a pas d'élaboration. D'accord? C'est-à-dire que dans le phénomène de l'hystérie, comme dans la névrose obsessive, il y a un mécanisme d'élaboration, il y a une transformation, c'est comme le rêve. Par contre, dans la névrose d'angoisse, c'est tel quel. C'est un diagnostic qui m'a été donné par les neuros. Ah, les neuros. Donc nous sommes dans un autre domaine, Cyrielle. D'accord? Les pédiatres et la psychiatrie fait référence à d'autres choses. Je veux dire que ça, je ne sais pas comment la psychiatrie, elle parle d'hystérie, ni que ce que la psychiatrie considère comme une hystérie. Et en plus, non, je veux dire, parce que c'est une autre chose. Non, mais là, il faudrait voir, je veux dire, que ce qui est paralysant, non, bon, je vais essayer de continuer un petit peu. Donc, on va dire, donc on avait vu que dans les symptômes, tout comme dans les rêves, non, ce sont des produits d'un transfert, d'un désir sexuel infantile réprimé, donc inconscient, d'accord, qui est passé, qui a utilisé les idées préconscientes pour s'exprimer et arriver dans la conscience. D'accord? Ça, c'est le chemin, disons, que fait le rêve, que fait l'énergie pour arriver, non, à produire des images dans la conscience et ensuite produire un récit par le patient. Après, ce qui va se passer donc dans la psychanalyse, le patient, à partir de ce rêve, va associer librement, c'est-à-dire qu'il va faire cette reconstruction. C'est ce qu'on va voir là comme maintenant, comment l'énergie s'est déplacée de l'inconscient au préconscient. Et ça, c'est la construction que dans la psychanalyse, on va faire. Pourquoi? Pour produire, non, la cause, on va dire. La cause. On avait vu que c'est pas la cause complète, c'est un élément de la cause qui a produit le rêve. Et donc il dit que c'est très complexe, donc lui aussi il dit que c'est très complexe, donc et qu'il trouve que c'est d'une grande difficulté de transmettre la simultanéité de processus si compliqués. D'accord? Parce qu'en fait, il va nous parler du processus primaire et du processus secondaire comme des processus qui fonctionnent en même temps. Donc, nous, pour pouvoir les étudier, comme toujours, on va devoir les séparer, non? Décortiquer le mécanisme pour essayer de voir. Mais tout ça, ça se passe en même temps. En plus, rappelez-vous, même si on va parler du système, du processus primordial, le processus primordial, en fait, c'est parce que c'était le premier qui était fabriqué dans l'appareil. Mais ça aussi, c'est une construction théorique. Parce que nous, quand on fait référence donc à ces patients, on fait toujours référence, non? Freud, il parle toujours des patients qui sont dans une séance psychanalytique et qui parlent dans des situations tout à fait particulières. Okay, ce ne sont pas des situations, on va dire, de la rue. D'accord? C'est une situation avec une écoute particulière, principalement. Et donc, comme cette écoute est particulière, ben, la personne, on va dire, ne parle plus comme quand elle était dans la rue. Elle va avoir un discours, une façon de parler qui va être déterminée par l'écoute. Et ça, c'est toujours ce qui nous arrive dans la vie. Nous sommes toujours déterminés par les personnes qui nous écoutent. Sauf les gens qui vivent comme ça et qui répètent tout le temps la même chose, et peu importe celui que j'ai devant moi, moi je répète tout le temps mon truc. D'accord? Mais normalement, on doit savoir à qui on parle. Donc, ou pas à qui on parle, sinon à comment on va m'écouter. Non? Marielle, parler en dormant ou être somnambule est en rapport avec notre sujet de cours. Est-ce que l'énergie du rêve peut provoquer une stimulation du système moteur et verbal? Marielle, moi je pense que oui. Mais là, c'est Clémence qui vous répond. Donc, il faudrait aller voir ce que Freud nous dit sur le sujet, ou voir un petit peu, parce que lui, justement, il va nous dire que il y a, il y a des moments où on va voir que, comme possibilité de fabrication du rêve, en fait, il va nous dire que il y a, pendant le sommeil,
par exemple, des excitations qui peuvent venir, des excitations somatiques qui peuvent venir réveiller des désirs inconscients pendant le sommeil. Et donc, ce désir inconscient, après, il cherche, non, une idée préconsciente pour pouvoir s'exprimer. Donc, j'imagine que de la même façon, cette énergie donc du rêve, parce que l'énergie du rêve qui va provoquer le système moteur et verbal, c'est en référence avec le préconscient. D'accord? Quelqu'un qui parle en dormant, ça, ce sont des idées préconscientes. Non, ce sont des idées préconscientes. Alors bon, s'il y a quelqu'un à côté qui écrit, je ne sais pas, parce que je me pose des questions, parce que c'est toujours en relation. Non, quand on dit, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils ne se rappellent pas de leurs rêves, on peut dire parce qu'ils n'ont personne à qui les raconter. Il y a, non, par exemple, c'est-à-dire qu'une personne qui se souvient jamais de ses rêves, bon, on va le dire une fois qu'il commence sa psychanalyse, on va dire, ah bah ça y est, maintenant je me souviens de mes rêves. Non, parce que justement, j'ai quelqu'un à qui je peux les raconter. Donc, après, un somnambule, on va voir en relation, c'est toujours, tous les actes, Marielle, tous les actes de l'être humain sont toujours en relation, c'est un pour qui je fais ça, dans quel but et pour qui. D'accord? Ça, ce sont deux questions où à chaque fois, on doit se poser les questions, on doit se poser ces deux questions. Je ne sais pas si pour obtenir une réponse, parce que ce n'est pas toujours facile, non? Parce qu'on ne sait pas exactement. Mais disons que le somnambule qui parle tout seul, il est somnambule quand il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Sinon, il ne sait même pas qu'il est somnambule. Non? Je veux dire, il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un qui parle la nuit tout seul, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un. Parce que la conscience, elle dort, mais elle dort à moitié. Non? Rappelez-vous qu'il y a des rêves où, tout d'un coup, le sujet se rend compte qu'il est en train de... Non? Qu'il est en train de rêver et qu'il dit, bon, allez, je ne m'inquiète pas, c'est qu'un rêve, allez, je peux continuer. Non? Des rêves qui ne sont pas rapportés ne sont pas conscients. Et bonsoir, Laurent. Et non. Non, parce que les rêves, vous avez les rêves conscients, on va dire, c'est ce que le conscient, pour Freud, c'est la conscience, c'est cet organe qui est capable de perception. Donc, ça veut dire que des fois, même si vous ne le racontez pas, d'accord, le rêve, il est là. Le rêve, vous l'avez dans la tête, vous êtes troublé le matin en disant oh, le film que je me suis fait cette nuit. Non, dans ce sens-là. Donc, donc, si, ils sont conscients. Après, ils s'effacent rapidement, parce que quand on leur donne pas, on leur donne rien, non? Ils s'effacent rapidement. Mais disons que quand ils sont rapportés, comme vous dites, Laurent, quand ils sont rapportés, ils peuvent produire quelque chose. Je veux dire, vous vous réveillez le matin et selon la personne avec qui vous vivez, vous allez lui raconter votre rêve. Vous allez produire une conversation. Bon, d'accord, ça va être une conversation non, sur le matériel du rêve, sur la petite histoire que vous allez lui raconter. Après, bon, ça va n'être qu'un rêve. Par contre, si vous allez raconter au psychanalyste, ça devient un rêve inconscient. D'accord? Là, donc, quand je m'en rappelle, il est conscient. Après, pour que ce soit un rêve inconscient, je dois aller, non, le raconter à un psychanalyste. D'accord? Puisque là, c'est ce qu'on va produire, c'est grâce à ce matériel, puisqu'en fait, c'est une matière première. Rappelez-vous que le rêve, c'est la matière première qu'on va utiliser pour interpréter et produire le désir. Produire le désir d'où il vient. Parce qu'en fait, l'inconscient, il va utiliser, non, comme on avait vu, des désirs du préconscient. Il y a une chose donc qu'il va nous expliquer dans ce chapitre qui est très intéressant, qui va dire que, en fait, pendant la journée, il y a des idées, des choses auxquelles on a pensé, d'accord? Mais on n'a pas continué à penser, ou la conversation a été interrompue, il y a quelqu'un qui est arrivé, ou très souvent, il y a cette répression, c'est-à-dire que qu'on commence à penser quelque chose, et tout d'un coup, il y a la répression, boum, qui dit non, 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 ça non. Mais il dit, mais si la conscience, elle dit non, je ne continue pas à penser à ça, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer. Donc Freud nous dit, il continue, mais réprimé. Donc l'association des idées va continuer et elle va continuer, d'accord? C'est du matériel en fait qui va être disponible puisque donc il s'en va dans l'inconscient et que l'inconscient va utiliser après, poum, et il va relancer l'énergie, d'accord, sur ce matériel que le sujet a abandonné, qu'il a réprimé. Pourquoi? Pour éviter la sensation de déplaisir, comme toujours. Non, puisque c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas trop. Donc il a abandonné ses idées et ces idées. Donc, il dit que donc, où ce sont des idées en fait qui sont réprimées
et en fait, ils vont perdre leur énergie. D'accord? Parce que quand moi je pense à quelque chose, vous aussi, non? On a dit l'énergie, elle est mise sur l'énergie, elle est mise sur les idées, sur les idées. Si tout d'un coup j'abandonne cette association, je vais mettre l'énergie sur une autre association. Donc ils vont perdre de l'énergie. D'accord? Et donc c'est ces idées qui sont là, qui ont perdu leur énergie d'activité, que l'inconscient va pouvoir utiliser pour la formation du rêve. Le psychanalyste, alors Laurent nous pose la question, savoir le psychanalyste peut apporter des notions de l'inconscient par rapport à ce qu'on va lui dire, du coup c'est le conscient. Oui, c'est ça. Bon, non, c'est pas ça. On va dire, parce qu'il ne va pas apporter les notions de l'inconscient, sinon qu'il va écouter, non, selon sa formation qui lui permet d'écouter en sachant, je veux dire que le psychanalyste, il est déjà d'une façon préparé premièrement pour écouter les phénomènes de l'inconscient, il n'écoute pas tout. D'accord? Il va écouter les phénomènes de l'inconscient, les répétitions, par exemple. On va voir aussi que c'est un phénomène de l'inconscient. Non? Dans une séance, quand on répète, on répète, on répète, oh, et ça, non? Ça fait partie des petites choses qui sont bizarres. C'est-à-dire que le psychanalyste, il va écouter les choses bizarres. D'accord? Et par rapport à sa position de psychanalyste, c'est-à-dire qui est préparé à écouter cet inconscient réprimé. Il sait ce qu'il y a dans l'inconscient réprimé. Donc, l'inconscient réprimé, il ne va jamais apparaître comme ça dans la conscience. D'accord? Même pour celui qui sait écouter. Mais ça va être les associations. C'est pour ça que, non, que c'est un travail, on va dire, on a besoin d'un certain temps parce que pour partir d'une idée et construire, non? Des fois, ça ne s'obtient pas en une seule séance. Je veux dire une interprétation. Sinon que c'est la construction de plusieurs séances pour continuer ces associations. D'accord? Mais c'est vrai que, apparemment, alors c'est toujours conscient dans le sens où ça va être des mots. C'est une attitude, des fois, du psychanalyste. D'accord? Parce que c'est pas toujours. Le mot, non, on dit le langage, ça peut être. Non, le réprimé de l'inconscient est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Il est bizarre pour la conscience, puisqu'elle l'a réprimé, elle ne veut rien savoir de ça. Donc pour elle, non, que justement, ici Freud, il va parler d'idées anormales et d'idées normales. Comme quoi, les idées normales, ce sont les idées de notre logique, de notre conscience, de notre raison, et tout ce qui ne rentre pas dans ce dont on a l'habitude, on dit, boum, anormal. Mais en fait, il dit, anormal, c'est l'inconscient, ce sont les idées inconscientes qu'on va considérer anormales. D'accord? C'est-à-dire qu'elles ont elles ont une autre, puisque l'objectif de l'inconscient a d'autres désirs. Le désir qu'il veut réaliser, c'est le désir sexuel infantile réprimé, puisque c'est cette énergie. Ce sont les associations, donc Laurent nous demande, c'est les associations d'idées qui amènent le psychanalyste à verbaliser l'inconscient, d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est ça. C'est dans ce sens-là, Laurent. Exactement. Qui vont permettre, d'accord, donc de produire, on va dire, parce que c'est pas verbalisé, non, c'est comme si l'information, parce qu'en fait c'est une construction, l'interprétation, non, c'est une construction. C'est comme on lui donne plusieurs éléments et avec tous ces éléments qu'on va lui donner, poum, il va faire une articulation avec tous ces éléments pour produire cet inconscient que la personne qui parle, que le patient n'a rien vu du tout. Non, lui, il parlait, il racontait son truc, et tout d'un coup, pélo, il y a eu un mot qui s'est répété, il y a eu une absence, il y a eu un silence, d'accord? Je veux dire, il y a le rêve, je veux dire, parce que c'est pas obligatoirement, le rêve n'est pas le matériel indispensable pour une psychanalyse, d'accord? Le matériel indispensable pour une psychanalyse, on va dire que c'est parler, parler, et que parler, c'est pas facile. Il y en a qui viennent avec on va dire, leur discours déjà préparé, d'accord? C'est-à-dire tout du matériel conscient, tout du matériel normal, d'accord? Donc ils ont bien préparé pour éviter les lapsus, pour éviter les répétitions. J'ai bien préparé mon truc, tiens, voilà, je te le donne bien emballé. Et ça, bon, ça c'est pour commencer. Non, on va dire que ça c'est le début pour commencer à parler.
Parce que de la même façon, parler, d'une certaine façon, parler dans une séance, c'est une sorte de création. Dans ça, justement, on doit pouvoir dire des choses qu'on n'a jamais dit, que ça ne nous est jamais passé par la tête. D'accord? Mais pas parce que c'est un secret. D'accord? Les secrets, c'est autre chose. Sinon que ça va être des choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Que tout d'un coup, ben, avec l'association, c'est. Des fois, ça vous arrive, vous parlez avec un ami, tout d'un coup, vous vous retrouvez en train de dire une idée. Tiens, c'est bien, c'est intéressant ce que je lui ai dit là. Hein, je ne savais pas que j'avais pensé jusque-là. Non, par exemple, c'est découverte. Alors, Laurent dit, attendez, là ça va vite. Laurent dit, non, c'est une porte importante vers l'inconscient. Le rêve, voilà, c'est ça. C'est une porte, il dit que c'est la voie royale vers l'inconscient. Ne bien dire, c'est aussi parler. Ne rien dire, c'est aussi parler, vous dites. Disons, on parle du silence. Oui, Catherine, on va parler du silence. Donc, le silence, Freud, il va dire qu'en général, dans une séance, quand le patient parle et tout d'un coup, poum, il s'arrête. Donc, Freud nous a déjà dit, non, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de condensation d'idées qui se forment, et il dit que ce silence, en général, c'est un silence qui est en relation donc avec la situation dans laquelle il est, simplement, c'est-à-dire la relation, la personne avec qui il parle, d'accord, son psychanalyste, et sa situation, sa psychanalyse, donc est en relation avec son processus psychanalytique. Et alors, Catherine, ce serait quoi le bien dire? Non, il voulait dire, Olivier voulait dire rien dire. Non, ne rien dire. Donc ça, c'est le rien dire, on va dire c'est le silence. Non. Et donc se taire, non? Et on va dire aussi que le silence, en général, c'est une résistance à l'analyse, non? Pour éviter d'avancer dans ma psychanalyse, parce que nous devons voir, le silence, c'est parler. Oui, d'une certaine façon, mais ça dépend qui écoute, Laurent, comme toujours. Oui, Carrie me demande d'expliquer la condensation. La condensation, c'est un phénomène où il y a plusieurs idées qui vont se réunir parce qu'elles ont un point commun. Donc Freud, il nous explique ce mécanisme, donc c'est un mécanisme de l'inconscient, où il va montrer dans un rêve, par exemple, qu'on va réunir, vous vous rappelez, quand vous avez un rêve, vous dites, oui, il y avait ma tante, ou alors c'était ma mère, je ne sais plus. En fait, la même personne, non, Freud, il nous parle d'un rêve en disant, mon ami R, c'est mon oncle. Donc, il dit, non, il a mis deux personnes en une. Non? Après, on va voir que c'était pour l'insulter et dire qu'il était stupide. D'accord? Donc, il réunit des idées. Non? Il réunit parce qu'ils ont un point commun, que son oncle et son ami R étaient considérés par lui comme stupides. Donc, il les a réunis en une personne. D'accord? Ça, c'est la condensation. Le lapsus dactylographique, hein, le R et le B touchent qui ne sont pas proches. Donc, effectivement, Olivier, si vous faisiez une psychanalyse par écrit, par courrier, on envoie des mails, c'est un lapsus, exactement, c'est un lapsus qui peut être considéré, peut être analysé. D'accord? Donc, c'est une expression de l'inconscient. Mais on va dire que un lapsus hors d'une séance psychanalytique, c'est un lapsus. Oui, j'ai fait un lapsus, non? Mais un lapsus dans une séance psychanalytique ou qui est raconté dans la séance, parce qu'après on a des lapsus qui sont racontés dans les séances, c'est aussi des phénomènes donc, qui sont en relation. Non? Donc là, ça devient un lapsus inconscient. Hein? On va dire que ça, c'est un phénomène réellement de l'inconscient. Sinon, tant que ce n'est pas analysé, non? Est-ce que, donc, Stéphanie va nous demander, est-ce qu'avoir des problèmes d'endormissement est une résistance quand on est en analyse? Donc, on peut dire, ça peut être considéré comme une résistance. Oui, tout à fait. Mais pas obligatoirement avec l'analyse, parce que l'analyse s'agit de parler. Donc après, vous allez aller voir en disant, j'ai des difficultés pour dormir. Non, vous allez raconter autre chose. Donc, en général, on va dire que le problème, non, quand on a des problèmes pour dormir, c'est parce qu'on ne veut pas être en relation avec nos désirs inconscients, par exemple. Mais dans tous les cas, Stéphanie, tous les cas, Freud nous le souligne bien, d'accord? C'est-à-dire que lui, il va nous expliquer le fonctionnement de la machine.
Après, non, c'est pour ça que la formation du psychanalyste est très importante parce que tout est possible. À partir de cet appareil, tout est possible. Alors, c'est vrai qu'après, on va voir des patients qui arrivent, non? Et de temps en temps, on voit et on dit, ah, c'est un cas de Freud. Donc, on voit des patients qui se présentent, ils nous parlent et on a l'impression que c'est un cas de Freud. Donc, il nous le dit pratiquement comme nous l'a raconté Freud. C'est vrai. Mais après, la majorité, ce sont des gens qui viennent avec, non? Avec leur particularité. L'analyse est un bouleversement de la psyché. C'est la production de la psyché, Laurent. Non, parce qu'on va dire, on va essayer de faire un parallèle alors que Freud nous dit on fait des comparaisons et on perd la nouveauté. Non, parce que si nous sommes dans une possibilité, nous sommes dans une théorie, la théorie qui va produire l'inconscient. C'est-à-dire que, non, il va faire un parallèle, par exemple, on peut dire, c'est comme une analyse de sang. Alors, on a tous du sang. Bah oui, on a tous du sang, mais tant qu'on ne fait pas d'analyse, on ne sait pas quel groupe on a, on ne sait pas si on a comment on dit, bon, j'ai oublié le mot là, je suis bloquée. Ah, vous voyez, ça aussi, ah, j'ai oublié. Ça aussi, il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Non, j'ai oublié le mot. D'accord? Donc, moi, si je commence, je ne vais pas le faire ici parce que c'est pas la place, mais si je commence à associer en disant, d'accord, j'ai oublié le mot, mais je vais quand même essayer de le chercher. Non? C'est que dans le livre de Freud qui est super intéressant, qui s'appelle comment ça s'appelle? Psychologie de la vie quotidienne, psychopathologie de la vie quotidienne, psychopathologie de la vie quotidienne, où il va montrer toutes ces petites choses qui nous arrivent dans la vie qui sont toujours en relation avec le réprimé. D'accord? Donc, il y a une idée, moi, non, j'ai oublié, c'est une idée qui est intervenue, c'est quelque chose qui a touché une idée réprimée de Clémence. Et donc, Clémence, elle l'a remis en arrière, elle ne veut rien savoir de ce mot-là. D'accord? Mais pas obligatoirement pour ce mot-là, sinon pour ce qui est en association avec ce mot-là. C'est pour ça qu'après, si moi, je commence à associer en disant non, mais c'était ce mot-là, c'était peut-être ce mot-là, non, c'était pas celui-là, c'était pas là. En général, j'y arrive parce que je reconstruis en fait l'association, non, l'association qui m'a fait oublier. Parce que c'est pas le mot A que j'ai oublié, mais c'est le mot M. D'accord? C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G. C'est-à-dire que j'ai dû passer par toutes ces idées, non? Si on prend chaque lettre de l'alphabet comme une idée, parce que c'est cette lettre à la fin qui m'emmerdait. C'est celle-là que je ne voulais pas voir, mais qui était en référence avec celle-là, avec le A. Donc, je réprime le A, d'accord, parce que c'est en référence avec le M. Qui M, justement, c'est le verbe aimer, non, que le hasard. Vous voyez, c'est jamais le hasard. Quand on parle, c'est jamais le hasard, c'est toujours en relation avec une association. C'est une révélation qui va emmerder le conscient, Laurent, qui va emmerder le conscient, mais qui va emmerder le conscient dans le sens où, parce que la conscience, elle se croit la plus importante, la plus importante. Est-ce que la conscience, elle se croit la plus importante? Alors, quand il y a une information qu'on lui donne qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas d'elle-même, d'accord, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu aussi comme cet apprentissage, non? Quand on apprend quelque chose de nouveau, où il y a d'un côté, apprendre quelque chose de nouveau, c'est ce qui va nous montrer d'une certaine façon notre ignorance, parce que là, je ne le savais pas. Ah, je viens de l'apprendre. Ah, ça veut dire que je ne le savais pas. Aïe, mon narcissisme vient de recevoir un petit coup. Et d'un autre côté, non? Donc on va dire d'un autre côté, il y a ça, et d'un autre côté, il y a la satisfaction d'avoir découvert quelque chose. Hein? Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi cette satisfaction, parce que l'interprétation, elle vient nous montrer quelque chose. Alors, vous devez savoir aussi, parce que bien sûr, il y a des interprétations qui sont inconscientes ou préconscientes. Non? Dans le sens où, premièrement, ce n'est pas toujours des mots. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé. Des fois, c'est non, le psychanalyste qui fait et c'est ça qui vient interpréter, parce que moi, je venais de dire une phrase, d'accord? Et là, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui m'écoutait. J'avais oublié, parce que des fois, on commence à parler. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tac! Et ça, c'est une interprétation. Laurent nous dit que
l'ignorance est difficile à accepter après 40 ans. Bon, alors ça dépend de chaque personne. Ne mettons pas d'âge, Laurent. Ne mettons pas d'âge. C'est vrai que pour les enfants, en général, c'est plus facile. Mais vous savez, même pour les adolescents, hein, ils aiment bien aussi tout de suite en savoir plus que les parents. Et des fois, ils envoient bouler les parents parce que les parents veulent leur montrer quelque chose et ils ne supportent pas qu'eux, ils ne savent pas. Alors, c'est plus quelque chose qui est en relation, Laurent, avec notre narcissisme. Et il y a des gens qui ont 80 ans, d'accord, et qui à apprendre, d'accord, et qui sont très contents d'avoir la possibilité de continuer à apprendre à 80 ans. D'accord? Donc, il n'y a pas d'âge, exactement. Il n'y a pas d'âge, il y a la position psychique. Parce que là, le narcissisme, c'est quelque chose d'infantile, surtout quand on a 40 ans. D'accord? Quand c'est le narcissisme encore qui devient et qui, là, pédo. Donc, ça, c'est une position. D'accord? C'est une position où on doit avoir non, la possibilité de dire non, je suis très content, j'ai pu. Il y a un grand auteur argentin, non, José Luis Borges, qui disait je suis très content quand je n'ai pas raison, parce que ça veut dire que j'apprends. Alors, Laurent nous dit mais après une vie construite, c'est pas évident de se dire que l'on ne se connaît pas. Et ou c'est une joie, Laurent. Vous avez une nouvelle vie devant vous. Parce que la vie n'est jamais construite. Hein. La vie, elle est toujours à faire. D'accord? Donc, vous avez construit, vous avez fait un chemin. Ben maintenant, il faut continuer. Le chemin qui va venir, il n'est pas préparé. Hein. Il n'y a personne qui vous attend nulle part. Je veux dire que le chemin, non, dans une heure, encore vécu. Dans une heure, on va devoir le fabriquer. Qu'est-ce qu'on va faire dans une heure? Ou dans 5 minutes, là, après le cours, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir le construire. Donc, quand on prend conscience de ça, que toute cette vie qui est devant nous, c'est nous qui devons participer pour sa fabrication, tout est possible, tout est possible. Mais il faut se donner les instruments pour gagner en liberté, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a l'habitude, non? Notre position, en fait, on est déterminé pas par notre habitude, sinon par notre position psychique. Et s'il n'y a pas un élément extérieur qui vient bouleverser donc ce circuit d'énergie, non, cette manière de circuler de l'énergie, ben on répète. C'est vrai qu'on a tendance à répéter. Alors on change de décor, puis on répète. La position psychique, qu'on la mette au soleil pendant les vacances ou c'est la position psychique. Donc c'est très difficile de modifier notre personnalité, de modifier nos préjugés. Donc, Carrie nous dit, ça dépend de plein de variables. Certains veulent peut-être protéger leur estime de soi simplement. Oui, mais c'est quoi l'estime de soi? Qu'est-ce que vous estimez en vous? Non? Parce qu'on devrait estimer notre capacité d'apprendre. Ah, moi, j'ai une grande capacité d'apprentissage. J'estime, non, je suis très content parce que j'ai cette grande capacité d'apprentissage et que apprendre, vous voyez, on a beaucoup d'écouter pour apprendre. Marielle nous dit, on dit qu'on ne peut pas inventer de visages nouveaux dans nos rêves, qu'il s'agit forcément de quelqu'un qu'on en a croisé sans forcément faire attention. Est-ce un mythe? Non, non, c'est comme ça. Vous vous rappelez, Marielle, on avait dit, dans le rêve, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les images du préconscient, non, parce que l'énergie, c'est l'énergie de l'inconscient. Non, c'est le désir qui veut se réaliser là. Mais tout ce qui va faire référence, c'est notre enfance, notre passé, c'est du vécu, mais qui va être tourné de telle façon qu'on va rien voir. Non, quand on parlait, vous vous rappelez quand on parlait des rêves typiques, non? Que Freud y parlait des gens qui volent. Non, par exemple, il disait c'est un rêve de l'enfance, une répétition de l'enfance où quand les enfants, on les faisait voler comme ça et que on les lançait en l'air. Et c'était en référence à leur race. Donc, c'est un désir sexuel infantile réprimé, quelque chose qu'on a oublié, mais qu'on va revivre dans notre rêve. D'accord? Tout mélanger et transformer surtout, parce que c'est recombiné, c'est combiné d'une nouvelle manière, c'est transformé et combiné d'une nouvelle manière. D'accord? La mort de qui, Carrie? Carrie nous demande que peuvent signifier des rêves récurrents de mort. La mort de qui? Ah, parce que vous voyez, elle vous lance la mort. Ben, la mort, nous allons tous mourir. De qui? Alors, Marianne demande, qu'est-ce que cela peut signifier des rêves récurrents autour de la mort? Rêver que quelqu'un essaie de nous tuer. Je vous en prie, Marielle. Et quelqu'un qui essaie de nous tuer. Alors, vous voyez, le rêve. Bon, alors, Freud, qu'est-ce qu'il nous a dit? Freud nous a dit, nous avons le récit du patient,
Et nous devons obligatoirement avoir l'association libre. Parce que c'est vrai qu'il nous a présenté quelques rêves typiques qui sont encadrés, ce ne sont pas n'importe quoi. D'accord? Et donc, à partir de ces rêves typiques, on peut imaginer. Mais lancer, ou vous croyez que pour toutes les personnes qui rêvent qu'il y a quelqu'un qui essaie de les tuer, c'est tous la même réalisation du désir? Mais non, Mariam. Ce rêve-là est particulier à ce rêveur. Il y a beaucoup de rêves comme ça qu'on va dire, oui, on a l'habitude, j'ai ouvert la porte et puis il y avait le vide, ou j'ai ceci, ou je ne sais pas, je veux dire, il y a des rêves où il y a des éléments qui se répètent, non? Chez les personnes, on utilise les mêmes symboles, non? Mais c'est quelque chose de... Pour chaque personne, c'est particulier. En plus, elle dit, rêver que quelqu'un essaye de nous tuer, dans quelles circonstances, c'est qui ce quelqu'un? Bon, alors après, effectivement, si on n'a que cette information, il y a quelqu'un, non? Il y a quelqu'un qui essayait de me tuer. Ça, c'est, non? La matière première, le rêve. Donc, à partir de là, on doit associer. On doit associer. Et en plus, très souvent, Freud, il va nous dire, il faut voir un petit peu, il faut connaître. Vous voyez qu'il nous a raconté très souvent, il nous parle de ses propres rêves. Parce qu'il dit, si je fais référence à des rêves de mes patients, je dois vous présenter le cas clinique, sa position psychique. Si c'est une position qui a tendance à l'hystérie, d'accord, je ne vais pas écouter le rêve de la même façon que si c'est un obsessif. D'accord? Donc, on ne peut pas. On ne peut pas, Mariam, je suis désolée. D'accord? Alors, les rêves qui sont récurrents, c'est les rêves qui n'ont pas encore trouvé leur solution. D'accord? Parce que normalement, c'est une soupape. Non, il va nous dire que le rêve, c'est une soupape pour rendre inoffensif quelque chose qui est dangereux pour le sujet. D'accord? Donc, en fait, quand on va répéter tout le temps le soi-disant le même rêve, parce qu'après, il faut voir. Non, il faudrait voir quels sont les détails qui font la différence. Bastien, bonsoir Bastien. Et parents et enfants. Alors attendez, vous étiez, que peuvent signifier des rêves récurrents? Bah ça, on avait vu, Carrie, il y a le rêve typique dans le cours du matériel et sources du rêve, où on parlait justement des rêves. Donc, dans les rêves typiques, il y a les rêves des êtres aimés. Donc, vous pouvez aller écouter, d'accord, les rêves des êtres aimés, où il dit que ça, c'est un rêve typique et il va nous expliquer donc justement que c'est quelque chose d'infantile. On se retrouve avec un désir infantile, d'accord? Oui, la mort est la finalité de la vie. Olivier, je viens de me rappeler d'un rêve en faisant référence à la notion de voler dans les airs. Merci. Ben voilà, vous voyez, d'accord? Donc, satisfaction, c'est un orgasme infantile. Si, c'est la répétition de l'enfance. Donc, Chrissy Clinton demande les rêves érotiques. Attendez, c'est parti, le rêve, il est parti. Les rêves érotiques. Ah, mais Chrissy, vous aviez mis une question et elle est partie pour les rêves érotiques, justement. Alors, attendez, là, ça bouge trop vite, là, je ne comprends plus. Alors, je ne comprends plus, là, les trucs. Donc, on était, oui, c'est la finalité. On peut donc jeter à la poubelle les dictionnaires d'interprétation des rêves. Pas exactement, Caroline, parce que Freud, il nous donne, non, dans le chapitre de l'élaboration des rêves, il va nous dire qu'il y a des symboles. Et que les symboles des rêves, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire, si j'ai rêvé de lunettes, ça veut dire que, non, ça, oui, non. Mais disons que il va nous expliquer, non, dans ce chapitre sur les symboles, il va nous dire tout ce qui est pointu, tout ce qui est des lames, ça fait référence à l'organe masculin. Tout ce qui est des boîtes, des récipients, l'organe féminin, par exemple. Donc, peut-être que dans les dictionnaires d'interprétation des rêves, on peut retrouver des symboles, non, et apprendre. Mais ça ne veut pas dire que je rêve d'une pomme et c'est le péché. Non, non, sinon c'est toujours dans un contexte, dans une histoire, c'est un élément. Non, c'est, disons, que un élément qui va nous permettre de mieux écouter, non, le rêve du sujet. La peur de mourir n'est-elle pas la base de la psyché humaine? Cette angoisse récurrente que dénoncent les existentialistes. Non, Laurent, la peur de mourir, c'est quelque chose qui est construit principalement par la religion. C'est pas quelque chose qui est, non, ou qui est utilisé plutôt par la religion, non. Mais parce qu'en fait, l'être humain, la peur de mourir, c'est
c'est pas vrai. Parce que comme la peur, la mort n'a pas de représentation, on ne sait pas ce que c'est que notre propre mort, et on ne le saura jamais. D'accord? Donc, je dirais plutôt que la peur de mourir, c'est la peur de vivre, Laurent. La peur de vivre. D'accord? De vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est se découvrir soi-même, découvrir toutes ses possibilités, découvrir tout ce que pourrait faire Laurent. Laurent, il peut faire plein de choses, mais beaucoup plus que ce qu'il fait, beaucoup plus. Et bien sûr, après, il faut se découvrir nouveau. Parce que là, je commence quelque chose que je ne connais pas, je me découvre nouveau. Vous voyez, donc il y a mon narcissisme qui est touché. Il y a aussi, je ne connaissais pas ce côté-là. Ah, je peux faire ça. Et je ne le fais pas exactement comme je pensais que j'aurais pu le faire. D'accord? Parce que quand on accepte qu'on est mortel, c'est quand on commence à vivre. C'est quand on peut vraiment être vivant. Alors ensuite, on va lire Rose, être persécuté par un parent mort de façon répétitive dans un rêve. Rose, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, mais parce que lui, c'est persécuter un parent mort et de façon répétitive. D'accord? Donc ça, c'est 3 éléments du rêve. 3 éléments, je ne sais pas. Il faut passer par le divan, comme on dit, pour pouvoir découvrir. Mais c'est vrai que quand un rêve est répétitif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui n'est pas passé, il y a encore quelque chose. Ou alors, il faut écouter quelles sont les choses qui sont différentes à chaque fois. Quels sont les éléments? C'est toujours le même parent? C'est toujours le même type de persécution? Vous avez toujours le même sentiment? Donc, vous êtes d'accord avec moi, Laurent? Oui, ce n'est pas facile de se lancer à la vie, d'être vivant, non? D'être vivant et de grandir aussi, non? Parce qu'on va dire, être vivant, c'est grandir, c'est abandonner sa sexualité infantile, et ça, c'est un travail. Mais toutes ces angoisses ne sont pas une difficulté à accepter notre finitude. Non, les angoisses sont en relation avec à abandonner notre sexualité infantile, Laurent. Les angoisses, c'est parce qu'on n'a pas encore accepté qu'on devait abandonner notre sexualité infantile. Une angoisse, c'est parce qu'on est proche de la réalisation d'un désir sexuel infantile. D'accord? Donc, ce n'est pas en relation avec la mort. Bon, il est l'heure. J'ai pas beaucoup parlé du sujet. Bon, je vous ai donné. Non, on a fait référence à principalement ce qui était l'association libre, qui était un des éléments les plus importants. Donc, la fois prochaine, la fois dernière, voilà, encore un lapsus. Vous voyez, l'inconscient, il est partout. Alors, tout d'un coup, j'ai dû être perturbée par l'horaire. Donc, le prochain chapitre, c'est le dernier de l'interprétation. C'est l'inconscient et la conscience, la réalité. Donc là, ça va venir, non, parce que ici, on était dans l'appareil psychique, l'appareil psychique, la réalité n'était pas là. Donc, la prochaine fois, la réalité arrive et on va voir donc qui est la réalité, non? Qu'est-ce que la réalité? Bon, on a commencé un petit peu avec cette idée. Donc, merci à vous, merci pour de participer donc à ce cours. Donc, on continue, on termine la prochaine fois. Et bonne soirée Bastien, bonne continuation Laurent. Donc, on continue la prochaine fois, ok? Et parce que c'est vraiment très intéressant, il faut le dire, c'est vraiment passionnant. La psychanalyse, c'est vraiment. Donc, bonne continuation à tous. Vous pouvez partager ce vidéo si vous avez trouvé intéressant. D'autres personnes qui écoutaient, Stéphanie, bonsoir Pascal, Marielle, Carrie, et Catherine. Mardi prochain à la même heure, Catherine. Mardi prochain à la même heure. D'accord, très bien, Mariam. D'accord. Donc, la passion, c'est quelque chose qui se transmet. D'accord? C'est quelque chose qui se transmet. Donc, non, on dit que la passion, dans le sens où c'est le désir qui se transmet. Donc, quand on est une personne qui désire, on peut transmettre le désir. D'accord? Donc, et après, non, la chaîne doit continuer. Bon, allez, bonne continuation. Merci pour votre participation. Et on continue donc mardi prochain à la même heure avec le dernier chapitre de l'interprétation des rêves. Alors, où est-ce qu'on ferme ici? Continuation, au revoir.